c'était être patriote, le vivre ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, sous un même drapeau, et le nationalisme, les racistes, les suprémacistes. Et à eux, ça leur a pas plu. Comment un Français d'origine algérienne, musulman, a pu être avec d'autres influenceurs et avoir rassemblé des milliers de Français sous le même drapeau? C'est ça qui est beau. Et ça, ils en ont gros la patate. Ça ne passe pas du tout, parce qu'il y a le mot musulman, parce qu'il y a les origines. Et lorsqu'on se croit blanc et supérieur aux autres, ça s'appelle du racisme et c'est condamnable. Et c'est là que je vous demande à tous d'être solidaires, de ne pas céder à la haine et de montrer aux gens que quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, nous pouvons vivre ensemble. C'est l'avenir de la France qui est en jeu. Soit nous nous divisons, soit nous nous rassemblons. Ne cédez pas aux extrémistes, aux suprémacistes. Ne cédez pas au communautarisme, à l'islamisme le plus radical, car de tous les côtés, ils vont vouloir vous attirer. Et il est là le danger aujourd'hui. Je prends un peu de repos et on va revenir 10 fois plus fort qu'avant. Sans haine, sans vengeance. Maintenant, on prend du recul et on avance. Moi, en vrai, moi, j'aime bien Ben, en vrai. Bon, des fois, il exagère, des fois, il dit des conneries, mais dans le sentiment général, j'aime bien. En tout cas, vas-y. Oui. Il dit, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oui, mais il est algérien de base, bébé. Mais attention, je vais vous niquer vos mères. Mais sans haine, sans vengeance. Ah, sans haine, sans vengeance. Hein, mais ça, c'est la génétique algérienne, tu vois. C'est ça, ce qui ressort comme ça. C'est ce qu'il a dit Conversano pour se foutre de ça. Enfin, parce que bon, Conversano, je sais pas si vous voyez c'est qui, mais bon, il a un peu de la team Rieux, tout ça, un peu la team Jean-Eudes. Il a dit, bah, vous allez vous faire grand remplacer, mais dans la bonne humeur et avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc c'est cool. Oui. En fait, je pense qu'il a. Moi, honnêtement, je vais faire l'avocat du diable, enfin de Ben pour le coup. Désolé Ben. Je pense qu'il est maladroit dans ses propos. C'est tout. Je pense il se rend pas compte de ce que ça implique de dire dans 2050, tu vas entendre plus il manque de chrétiens. Il s'en rend vraiment pas compte. Il réfléchit pas avant de parler. Oui, c'est ça. Non, moi ce que je lui demande à Ben, c'est que la prochaine fois que je vais dire que son prophète, c'est un PO, c'est un criminel et que sa religion, c'est un déchet de l'intellect humain, qui me disent pas que je suis un petit moustachu, qui me compare pas comme il a fait avec Ali Babal au petit moustachu. Tout simplement, c'est que sa religion, s'il veut la pratiquer, à supposer qu'il la pratique d'ailleurs, il le fait chez lui, mais qu'ils viennent pas nous dire que si on critique l'islam, on n'est pas de sa team ou je ne sais quoi. Dans ce cas-là, casse-toi. Ben le musulman, si tu es Ben le musulman, tu vas en musulmanie. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, personnellement, je ne suis pas comme vous. Ben le musulman, il va vivre en Alaïstan. Ben le patriote est bienvenu en France, mais qui ne casse pas les couilles avec sa religion de merde. C'est tout ce que je lui demande. C'est que sa religion de merde, il la met de côté. Et que quand un mec tape sur l'islam, il ferme sa gueule. Tout simplement. Je ne peux pas être patriote et être contre le blasphème. Pour moi, c'est incompatible. Oui, ça c'est vrai. Vas-y, Anis. Et j'interviens juste pour nos chers téléspectateurs, pour qu'ils comprennent aussi les propos et l'énervement de Bébert, qui peut paraître comme un petit moustachu contre un Algérien. Non, mais c'est vrai, si tu n'as pas le contexte. Là, Bébert, il fait référence à un truc, en gros, Ben le patriote, il a dit que Ali Babal, c'était un nazi, parce que suite à son passage sur CNews, où il n'a fait que critiquer l'islam. Donc là, c'est à ça que Bébert réagit. Voilà, au fait à cette intolérance du blasphème et de la critique de l'islam, d'être comparé à des nazis à combattre. Voilà. Tu tapes sur mon babal, je t'allergie le trou de balle. Tu vois? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est digne des plus grands poètes français. C'est digne de Rimbaud, et de Baudelaire et de Victor Hugo. Non, mais on va essayer de retrouver l'émission, franchement, parce que on va pas on a vu l'extrait le plus intéressant. À part, il y a un autre extrait où il dit toi, tu es de nationalité franco-israélienne et toi, tu es franco-algérienne. Donc, en vrai, oui. Fermez vos gueules, quoi. Non, mais
le problème, c'est que dedans, enfin dans l'échange, Attal dit un truc très intéressant. Il dit en vrai, les mecs comme Ben, comme Enda et comme lui, ils sont vus comme d'extrême droite. Et en fait, grâce à lui, la fenêtre d'Overton, tu vois, s'est décalée. Et du coup, lui, il est vu comme juste un mec droite, centre-droite, quoi, quasiment par rapport à lui. Parce que là, pour le coup, ses propos, ils étaient très, très, très gênants. Je suis désolé. Mm. Désolé. Non, mais vraiment, fallait suivre l'émission pour le comprendre. C'est pour ça que je vous invite à la regarder si vous voulez. Attends, ouais, je vais essayer de la retrouver en vrai. Je vais Non, essayer de mais la retrouver. moi, j'ai réagi par rapport à ce qui s'est dit ensuite par rapport à elle. Mais bien sûr, ce mec-là aurait dit à ma femme qu'à ses yeux, elle ne sera jamais française, quelque part. Bah, je lui mets un coup de boule. Hein. Bah, son nez, il rentre dans sa gorge. Hein. C'est clair. Voilà, mais Père, pour le aujourd'hui, reste, t'es dans la rage aujourd'hui. Je t'ai connu plus calme aujourd'hui. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'es vraiment non, enragé. mais le mec, il dit, t'es pas française, il se permet. Après le truc, c'est que moi ce qui m'a interpellé dans cette polémique-là qu'il y a eu pendant une semaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens, en tout cas sur Twitter, parmi ceux qui partageaient l'avis de Jean-Eudes, qui avaient voté pour Zemmour. Et Zemmour, c'est un juif berbère, tu vois. Donc pour moi, c'est incompatible avec ce que eux, ils réclament une certaine pureté ethnique en France. Mais donc tu peux pas voter pour quelqu'un qui est juif, donc pas catholique, et en plus berbère, tu vois. Pour moi, il y a une contradiction là-dedans. C'est vrai. Et c'est vrai. Et à chaque fois que tu leur poses la question en commentaire sur Twitter, ils te bloquent quand tu leur parles de ça. Mais c'est un fait tout à fait passionnant et tout à fait étonnant. C'est vrai que une bonne partie des coqueluches de l'extrême droite, c'est des Arabes et des Noirs. Tu vois, regarde comment il s'appelle, le Raptor dissident. Il y a toute une liste comme ça. Papachito, il est avec il est en couple. Je crois qu'il est marié avec une femme noire. T'as toute une conversano entre nous, franchement. Il a plus une tête d'Abdelkrim que de Kevin. D'ailleurs, il y a une vidéo très drôle où il marche en Russie, puis il y a un Tchétchène qui est persuadé que c'est un Arabe et lui dit salam alaikum. Et l'autre, il est tout gêné. C'est les Méditerranéens, les Espagnols du Sud, les Italiens du Sud, les Français du Sud et nous, les Maghrébins d'origine, on se ressemble beaucoup, évidemment. Moi, je trouve que Enda Yari, je suis d'accord avec Bébert, mais je trouve que Enda Yari, elle a raté un moment important. Et bon, de toute façon, on est tous d'accord là-dessus, qu'elle aurait dû réagir, à mon goût, à plus d'agressivité et le remettre à sa place, surtout en tant que présidente d'un parti, les Patriotes de la diversité, et lui dire t'es personne, en fait, pour décider. Et je pense qu'elle aurait pu lui répondre avec plus de panache. Voilà, juste d'être là sur les faits. Ah bon? Ah oui, en effet, elle aurait pu le remettre à sa place et lui dire, mec, t'es personne. Hein, elle aurait pu même lui dire, je suis plus française que vous, tu vois, ça aurait été beau, je trouve. Attends, ça aurait été provoquant, ça aurait fait un beau buzz. Avant de mettre la vidéo, est-ce que tu peux juste montrer le petit extrait là que je viens de t'envoyer parce que c'est. Ah, Marguerite. Ça dépend. Là, tu veux mettre juste un extrait ou format long? Tu veux mettre l'émission? Je sais pas, en fait, c'est en fonction. Avance. Alors, mets mon extrait comme ça au moins. Ouais. Attends, Marguerite Stern. Bon, j'ai la flemme de résumer qui est Marguerite Stern, donc vous comprendrez. En gros, c'est une féministe. Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les féministes contre les trans. Non, parce qu'il y a un mouvement dans les féministes. Oui, radical, je pense. Non, c'est pas les radicales, c'est les TERF, je crois, ou les anti-TERF. Voilà. En gros, c'est les féministes qui n'incluent pas les trans dans leur combat parce qu'ils considèrent que c'est des hommes. Bref. Et en gros, elle était de gauche avant, elle est passée dans le camp identitaire. Et là, elle a sorti une vidéo pour critiquer justement ceux qui ont fait cette manif. Et je trouve que son point de vue, même si, bon, il n'est pas, nous, on n'est pas d'accord avec, mais en gros, il résume un peu ce que eux pensent. Voilà. Parisienne rassemblant des milliers de personnes autour du drapeau français. Un groupe nommé Patriotes de la diversité s'y est rendu afin de dire que n'importe quelle personne, peu importe son origine,
peut se sentir patriote. Merci à elle, parce que quand on voit la quantité de discours anti-France et anti-blanc tenus par des personnes issues de l'immigration, ça fait flipper. Ce qui me pose problème, ça n'est pas la présence de ces personnes. Ce qui me pose problème, c'est qu'une partie de la droite s'est sentie obligée de les mettre en avant, comme pour dire « Regardez, nous ne sommes pas racistes, nous avons des Noirs et des Arabes parmi nous ». Parce qu'un rassemblement trop blanc aurait peut-être trop de chances d'être qualifié comme d'extrême droite. En agissant de cette façon, une certaine partie de la droite adopte donc le paradigme de la gauche, qui consiste à dire que la France n'est belle que dans la diversité ethnique et religieuse, comme si être un pays majoritairement blanc et de culture chrétienne était honteux. En faisant ça, la droite adopte en réalité le paradigme de gauche qui voue un culte aux minorités. Plusieurs personnalités du milieu de droite sont racisées, comme on dit. Je pense par exemple à Éric Zemmour, Sonia Mabrouk ou Magie de Cacha. Mais jamais aucune de ces personnes-là ne fait un sujet de sa propre couleur de peau. Et donc, justement, il n'y a pas de sujet. Ce qui me dérange aussi et ce qui me rend triste, c'est que nous avons tellement l'habitude de voir des propos anti-France et anti-blanc tenus par des personnes d'origine étrangère sur nos propres terres, que lorsque certaines déclament leur amour pour la France, une partie de la droite est tout d'un coup subjuguée. Mais pourtant, il n'y a pas à être subjugué parce que des personnes qui vivent en France disent respecter la France. En réalité, c'est le minimum syndical. Ce qui me pose problème enfin, c'est que l'un de ces patriotes de la diversité a tenu des propos pas très raccords avec les valeurs françaises. Donc un militant athée, c'est comme un militant religieux. Pour moi, un militant religieux, c'est un extrémiste. En fait, lui, c'est pareil, mais de l'autre côté. C'est un gars qui ne supporte pas les religions, qui ne supporte pas que les gens croient en une religion. C'est des gens qui vous disent qu'il est impossible de vivre avec des musulmans. Comme un gars moustachu qui vous disait à l'époque qu'il était impossible de vivre avec des juifs. La meilleure façon d'éteindre une lutte est de la coloniser façon cheval de Troie, pour ensuite la paralyser de l'intérieur. Lorsqu'un mouvement prend de l'ampleur, il peut subir des tentatives de récupération de la part de personnes incapables de créer leur propre mouvement, qui viennent s'y greffer, qui accaparent le mouvement en question et le détournent ensuite à leur propre fin. Nous vivons une époque d'inversion, où les hommes deviennent des femmes, où le principe d'inclusion amène à exclure. Il serait extrêmement dommageable que la droite devienne la gauche. Qui veut réagir? Moi, j'ai envie de lui dire, écoute, Marguerite Stern, t'as pas une tête de Marguerite, disons une Marguerite hybride métisse. Non, Voilà, j'en ai pour moi, marre de toi, ça. t'es un croisement entre un dattier et une Marguerite de Bretagne, quoi. Dattier. Tu vois des Africains partout. Heureusement que tu n'as pas vu ma gueule. Hein, parce que Je suis sinon, désolé, c'est une métisse. C'est pas une Marguerite. Hein. C'est Marguerite et mélangée avec Fatoumata. Non, mais bon, écoute, en plus, Marguerite, une fois, elle voulait venir, elle m'a dit qu'elle allait venir, elle n'est pas venue, mais bon, on aurait pu l'inviter, c'est ça le pire. Ah ouais, Là, on peut plus, là, on peut plus. Il y a longtemps, avec Gruen, on l'a contacté sur Twitter. Ouais, mais c'était quoi, pour parler de quel sujet? J'ai oublié. C'est bizarre, parce qu'elle, c'est pas... Elle, son sujet, c'est les trans, donc je vois pas le rapport avec ce que nous, on fait. Non, mais j'ai vraiment oublié j'ai réussi à... Pourquoi du comment? Il devait y avoir une circonstance, ça devait être cohérent à ce moment-là. Mais maintenant, je sais plus. Bientôt, il y aura des leaks qui vont sortir et Marguerite Stern, elle va se retirer parce que des leaks qu'elle a couché avec des rebeux. Tu avais contacté peut-être à l'époque du mariage entre Emmanuel Macron et son épouse. Comme la lanterne, elle va finir comme la lanterne. On se prononcera pas sur ces sujets. Mais en vrai, j'adore aujourd'hui, mais Yanis est survolté, comme l'ancien Yanis, voilà, que j'aime bien. Bébert, il est aussi enragé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai l'impression que c'est l'effet Rachid, ça, l'effet Twitter. On revient sur la vidéo. Ouais, les gens qui écoutent sur nos chaînes, j'ai un bout de pain dans la bouche, excusez-moi, mais j'ai pas de respect pour le public. Vous savez très bien dans le chat, insultez-moi, j'ai pas de respect pour les gens. Hein. Mais Rachid, quand même, ça fait quoi, 5 ans peut-être? Les gens ne vous connaissez pas peut-être sur YouTube, mais sur X, Twitter, ça fait 5 ans quand même qu'on a fait des putains de live. On combattait l'Allah ensemble. Oui. Oui. Ah oui. Que de souvenirs. Que de souvenirs avec Merkava. Vas-y les gars, réagissez, hein, vous parlerez de vos souvenirs de guerre une autre fois. On réagit à Marguerite Stern.
Non, mais il n'y a rien à dire sur Marguerite Stern. Moi, je trouve qu'elle a le look, elle a le look français, Poitou-Charentes, pas du tout. Apparemment, elle est franco-portugaise, donc Ouais, c'est ce qui fait l'analyse de. Moi, j'aurais dit franco-andalous à la rigueur. Toi, tu veux pas lâcher le forceau? C'est Portugal sud-sud, quoi. Portugal colonial, quoi. Portugal africain. Non, mais là, c'est trop. Portugal à la frontière du Maroc. Mais en tout cas, on y va, on va noter ça. Le mouvement Black Blanc, là, j'y mettrais peut-être un bémol, c'est que c'était une instrumentalisation. Il n'y avait pas de France qui communiait. Et juste un petit exemple, à l'époque, c'était Thuram qui voulait faire une photo contre Noir. Donc voilà, donc on nous a vendu cette... C'était Thuram qui voulait faire une photo contre Noir, avec la Coupe du Monde, il appelait dans l'histoire Black. Voilà, c'était France Black. Et je crois que c'est Emmanuel Petit qui avait dit, mais imagine si nous on avait dit on faisait une photo contre Blanc. Donc voilà, donc elle n'existait pas cette France, on nous l'a mal vendue, on nous a vendu à vivre ensemble, qui ne marchait pas, dans les années 98, ça ne marchait pas déjà. Mais voilà, on voulait y croire parce qu'on voulait y croire. Voilà. Mais maintenant, comme je citerai avec Zemmour, c'est le nombre. Le nombre, vous ne pouvez pas assimiler, tout simplement. Mais du coup, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que cette manifestation, et encore ce matin, fait l'éloge de cette France Black Blamber, et vous êtes plutôt, je crois, un soutien de cette manifestation, et dans le même temps, vous nous dites cette France Black Blamber était un mythe, elle n'a jamais existé, et de fait, en 98, Jean-Marie Le Pen fait déjà des scores astronomiques, il va arriver au second tour en 2002, on aura les émeutes quelques années plus tard, donc on sait que ce mythe a volé en éclats, et je crois que c'est précisément parce qu'il a volé en éclats, précisément parce qu'on sait que l'assimilation est quasi impossible, et pardonnez-moi, je vous le dis vraiment sans hostilité. Voilà, donc l'assimilation est quasi impossible. Ça, par contre, je suis désolé, c'est faux. C'est pas vrai de dire que l'assimilation est quasi impossible. En fait, il dit qu'elle est impossible dans le contexte d'une immigration de masse. Enfin, j'ai un petit peu un doute. Moi, j'ai vu des extraits, j'ai dit, c'est un suprémaciste blanc, le gars. Ah oui, non, mais il est, je dis pas le contraire. Ah, mais l'assimilation, elle est impossible quand t'es pas blanc. Voilà, l'assimilation, c'est devenu impossible. En tout cas, oui, elle n'est pas impossible dans l'absolu. Et même dans le cas d'immigration massive, elle reste quand même possible. Je suis désolé. Mais vous êtes une preuve que l'assimilation est extrêmement compliquée. Parce que vous refusez d'abandonner votre religion, vous refusez d'abandonner votre nom, parce que... Voilà, donc lui, il définit l'assimilation à sa manière. Parce qu'abandonner une religion, t'es pas obligé d'être apostat pour être assimilé en France. À moins qu'on définisse ça comme ça, c'est autre chose. Et c'est là où, là c'est très important ce qui va suivre en termes de conversation. Quoique fille de Harty, et j'ai un profond respect pour Harty, mon histoire familiale m'y oblige. Oui. C'est quand même un apostat qui dit, tu vois, nous, on est censé être les fachos, c'est quand même un apostat qui dit que tu n'as pas besoin de quitter ta religion pour être français. Assimilé. C'est quand même... non, on peut clipper ça et envoyer ça à Wissam. Bah oui, je peux le répéter. On n'a pas besoin d'apostasie pour être un bon français. Je dirais même pas assimilé, intégré. Parce qu'il y a des niveaux apparemment, je me suis renseigné. Intégré, c'est en dessous d'assimilé. T'as même pas besoin d'être apostat pour être voilà, intégré. Non, vraiment, ça faut arrêter de croire que l'apostasie, c'est quelque chose de révolutionnaire. Non, parce que tu peux être apostat et être une sombre merde. Donc, faut vraiment pas croire que... On ne citera pas de nom, mais... Oui, voilà. Alors qu'on on pourrait citer des noms. Voilà. Non, Bon, non, on va citer personne. Allez, pas de drame ce soir. Ah ouais, pas de souci. Vous avez quand même, à un moment, vous êtes égaré dans les voies du salafisme, et tout ceci est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'aimer la France à une génération pour devenir français, parce que être français, c'est une lignée, c'est-à-dire des maillons qui nous précèdent, mais c'est aussi une lignée qui va nous suivre normalement. Et pour vous, s'assimiler, c'est quitter sa religion? Oui, pour moi, s'assimiler, c'est devenir français, oui, bien sûr. Non, sa religion. Oui, mais être français, c'est majoritairement être blanc et catholique. Maintenant, il y a des Français de branche, il y a des territoires d'outre-mer. Mais... Désolé, la majorité des gens, c'est des irreligieux. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas possible. Attends, Bébert qui revient. Oui, Bébert. Ah non, j'ai été déconnecté, ma connexion internet a foiré. Ah, là, ok. Je suis de retour. En tout cas... Jean-Hude. Déjà, c'est un prénom... des claques derrière la nuque à la récré, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Jean-Eudes, il a dû en prendre des coups quand il était petit. Non, mais oui. mais le problème, c'est de dire que la majorité, etc., donc chrétien, comme a dit Rachid, on peut remettre en question même la notion de chrétienté. Est-ce que vraiment on a autant de chrétiens que ça? C'est comme pour les musulmans. Voilà. Est-ce que vraiment ils y croient vraiment? Est-ce que c'est des chrétiens culturels? C'est des chrétiens pratiquants? Et si chrétiens pratiquants, Non comment? seulement il n'y a plus beaucoup de chrétiens, mais quand tu vas dans des églises, c'est les gens qui y a dedans, c'est des Congolais. Donc bon, c'est pas, c'est pas non plus des Français qui étaient là il y a 1500 ans, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Voilà, même si... Non, le pire, c'est que c'est pas dans
dans les gradins, dans le public, il y a des Congolais. C'est que c'est le curé qui est congolais aussi. En plus, bah oui. Ah oui, le curé qui est congolais. Et tu as les petites vieilles en brushing, les Gisèle, les Victorine et tout ça qui sont là, au premier rang, à attendre le. Comment ça s'appelle le truc dans la bouche là Ah merde, l'hostie. Hein, que le Congolais, ils leur mettent l'hostie dans la bouche, quoi. Ah oui. Parce que le curé, c'est un Congolais, le curé. Hein. Elles ne comprennent pas ce qu'il dit tellement. Il parle en congolais. Hein. C'est ça, je continue. Plus, hein. Donc après. Dans la tête des gens, tel que le monde entier l'imagine, c'est un pays de culture chrétienne. Et un pays blanc. Moi je suis d'accord là-dessus, mais par exemple les athées aussi, les mettaient dans le même. Mais les athées sont de culture chrétienne, voyez-vous. Forcément. Mais si. Moi je suis un athée qui ne soit pas de culture chrétienne. Oui, mais vous suivez le calendrier grégorien, vous êtes dans un pays de 35 000 communes avec des noms de saints. Mais attends, que l'administration française soit imprégnée de culture chrétienne et que les fêtes, etc., suivent ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas pour autant que les individus eux-mêmes le sont. Je suis désolé, il y en a qui ont renié leur culture chrétienne, il y en a qui s'en foutent complètement. Ils sont de culture japonaise, coréenne ou américaine. C'est vrai, mais voilà, faut survivre en 2025 en vérité. Le monde a changé. Qu'on le veuille ou non, non, faut savoir faire des constats à un moment donné. Il ne faut pas juste vivre dans une utopie ou dans une illusion qu'on s'est faite soi-même. Même les athées militants ont des valeurs chrétiennes, quoi que dévoyées. Je ne dis pas que la France n'a pas de racines chrétiennes, justement, je me bats tous les jours et je suis tellement fier de ce beau pays, justement, quand on traverse nos villages. Mais de demander une assimilation, c'est-à-dire d'oublier tout ce qu'on est. Ça, c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France dans les quelques cas où l'assimilation a fonctionné. Est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour? Aznavour, enfin, c'était un Arménien, oui. Ouais, vous voyez. Et ben, qu'est-ce qu'on a retenu? C'est Aznavour. Pourquoi Aznavour peut être considéré comme un chanteur de la chanson française? En partie parce qu'il a abandonné son nom. Oui, parce que l'assimilation, c'est ça. Oui, mais une nation, c'est un peuple. Donc une ethnie ou un ensemble d'ethnies, et c'est aussi une culture. Et la culture sans religion, ça n'existe pas. Vous voyez, et je vois mal pourquoi nous, les Français, on ne devrait pas demander aux gens de s'assimiler, alors qu'au Maroc, où j'ai vécu, pays que j'aime beaucoup, ce qui ne fait pas de moi un Marocain, pour devenir Marocain ou pour épouser une Marocaine, il faut se convertir, il faut passer dans les écoles et prononcer... Tu vois, là, quand il a dit Maroc, pays que j'aime, ça, c'est un move de gauchiste, tu vois, parce que eux... C'est vrai. Marguerite Stern, elle dit, j'en ai ras-le-bol que les droitards, ils prennent des moves de gauchistes pour se faire respecter. Bah là, ce qu'il vient de faire, c'est typiquement un move de gauchiste. C'est comme Nadine Morano qui dit « j'ai une amie noire ». C'est exactement la même chose. C'est tu donnes un gage à la bien-pensance pour toi te faire accepter, te faire crédibiliser. Alors que, soi-disant, ce mec-là, il est pour la droite décomplexée et la droite qui arrête de s'excuser et la droite qui arrête de se soumettre aux gauchistes. Bah là, quand tu dis ça sur le Maroc, c'est exactement ce que tu fais là. Tu fais ce que tu reproches aux autres, donc tu te soumets à la gauche. Ouais, franchement, très très bien noté. Bravo. Très très bien. Bah, c'est la vérité. Non, mais tu as relevé quelque chose que j'avais pas justement relevé au premier visionnage, et là, ça me paraît limpide. C'est vrai. La profession de foi islamique. On apprend que vous voulez qu'on vive à la marocaine, c'est-à-dire qu'on accepte les. Non, la France a cessé d'être la France marocaine, c'est-à-dire qu'on va forcer par la force les gens de se convertir. Non, on va pas les forcer à se convertir, simplement on va les forcer à se franciser, vous voyez, par le nom, par le mode de vie, par un certain nombre de choses. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien il faudra qu'ils repartent. Et hélas, je dis hélas parce qu'on a menti aux gens, on vous a menti à vous aussi, c'est par des départs que tout ce problème va se régler, par des départs. Non, mais il peut pas faire repartir des gens qui sont déjà nés ici, qui ont grandi ici. Il peut faire repartir les gens qui viennent d'arriver ou qui sont pas encore naturalisés à la rigueur. Voilà, mais il peut pas faire repartir ceux qui sont déjà nés et qui ont grandi et qui ont fait leur vie, etc. Ça n'a aucun sens. Iqiyoussen, il est né en France ou pas? Oui. Mais il n'a pas la nationalité. Je crois que oui. Oui, il est né en France. Il est né en Je France. connais l'histoire par cœur du Iqiyoussen, mais bon. Je vous la fais. Il est né à Denain. Je vous la fais rapide, si vous voulez savoir. Il est né en France et en fait, le droit du sol, en fait, il est automatique, sauf si tu demandes l'inverse, en fait. Et son père l'a poussé, l'a même obligé, on va dire, à 18 ans à faire une demande de ne pas recevoir la nationalité. Et c'est ça qui a permis ensuite à son expulsion. Voilà, donc il n'a pas accepté, voilà. C'est de sa faute. Il aurait dû accepter. Et plus tard, il l'a demandé, mais ça lui a été définitivement refusé. Eh ben, fallait accepter. Je suis désolé. À un moment donné, il a refusé la nationalité des mécréants, bah voilà. Voilà, et dans ta gueule. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Dans la vie, il y a action à action.
Voilà. Alors, je voulais rapidement. Ah non, c'était pas cet article-là. Je voulais vite fait vraiment vous diffuser un article sur Marguerite Stern, parce qu'en fait, elle est poursuivie en justice pour racisme, avec le procureur qui requiert de la prison avec sursis. Voilà, c'est cet article-là. Non, oh là là, j'ai vraiment du mal ce soir. Désolé, cette fois-ci, ce sera la bonne. Pardonnez-moi, j'ai plus l'habitude. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, ça c'est Marguerite Stern, voilà, représentante de la blanchitude. Hein. J'ai cru que c'était psychodélique. Voilà. Et là, à côté, vous le savez pas, mais ça doit être Conversano quand il se rase. Et alors, bref, elle risque 2 mois de prison. Et voilà les propos. On va regarder ensemble. Je vais essayer de zoomer pour que ce soit plus lisible. Proportionnellement, les personnes issues de l'immigration africaine et moyen-orientale agressent plus les femmes que les Français de culture française. On se sent en insécurité à Barbès, car il y a une surreprésentation des hommes d'origine africaine. Pourquoi les hommes de culture et issus de l'immigration africaine et moyen-orientale sont-ils plus violents que les femmes? Attention, c'est le moment le plus intéressant. Est-ce une question de nature? Ouh là là, si on dit ça, est-ce une question de culture? Pour moi, aucune question génétique n'est interdite. On peut se poser la question, mais par contre, je n'ai pas la réponse. Voilà. C'est tout. Ok, merci beaucoup, Yanis. Continue. Yanis, le chroniqueur de TPMP introverti. Ah Je vous merde. rapporte une nouvelle. Au revoir. J'avais pas encore. J'ai fini. J'avais pas encore. Attends, je vais la remettre. On va les forcer à se franciser, vous voyez, par le nom, par le mode de vie, par un certain nombre de choses. En vrai, S'ils ne sont pas contents. allez, on va faire le jeu. Si, genre vraiment, imaginons demain matin, décret national, il y a Macron qui nous dit, les frères, ça va trop loin, ce qui se passe en France en termes de décision. Voilà. Les gars, choisissez un prénom français. Vous choisissez quoi? Moi, je choisis Alexandre. J'aime bien Alexandre. Et vous? Moi, Bébert. Moi, Bébert. Moi. Oui, toi, t'es déjà. Vas-y, Yannis, toi, tu choisis quoi? Bah, moi, j'avais déjà changé mon pseudo par mesure de précaution, mais personne ne l'a remarqué. Du coup. Stern. Non, mais pas ton nom de famille, ton prénom. C'est une bonne occasion de montrer ma petite blague que personne n'a remarqué. Non, je prendrais Adam. Voilà, c'est un peu passe-partout. Vas-y. Ah oui. Moi, je dirais Jean-Eudes, parce que quitte à être français, autant l'être jusqu'au bout. Voilà. Moi, c'est tout ou rien. Donc, c'est Jean-Eudes ou rien. Ouais, ah, là, c'est pas mal. Même pas Jean-Marie. Ouais, Jean-Marie, c'est pas mal aussi. Excellent, j'adore. Ouais, je continue. Eh bien, il faudra qu'ils repartent. Et hélas, je dis hélas parce qu'on a menti aux gens, on vous a menti à vous aussi, c'est par des départs que tout ce problème va se régler. Par des départs au mieux, par la rémigration au mieux. Parce que si on persiste dans cette voie à dire nous sommes les patriotes. Il a dit au mieux, mais au pire, il y a quoi? Au mieux, c'est la remigration. C'est ça, au mieux, genre c'est la meilleure option. C'est la best option. Lui, dans sa tête, il est dans les camps de concentration, c'est pas possible. Ouais, dans des camps. Genre, au mieux, c'est la remigration. Non, mais en fait, lui, il est à l'extrême droite de l'extrême droite de l'extrême droite. Lui. Mais il le fait avec le sourire. C'est déjà ça. Donc ça passe bien. Il est d'extrême droite, mais dans la bonne humeur. Si tu me dis dégage, sale merde, mais avec le sourire, ça passe. Mais si tu boudes, non, là, ça passe pas. Là, c'est pour ça il me fait penser à Henri de Lesquen. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Henri de Lesquen, c'était un suprémaciste, mais toujours dans la bonne humeur. C'est ça. T'as dit quoi, Bébert? T'as parlé, on t'a pas entendu. Ouais, on entend mon micro quand même. Ouais, non, là, c'est bon. Ouais, non, je dis, le mec, il va loin. Peut-être il s'est fait trop voler de pain au chocolat à l'école. De chocolatine. Ouais, pain au chocolat. Chez moi, on dit pain au chocolat. Non, je voulais refaire le. Non, mais d'ailleurs, ils étaient très bons, ces pains au chocolat, au mec. Hein. Donc, après, voilà. Je continue. Non, rien du tout, pas de souci.
de la diversité, mais nous refusons de nous assimiler pleinement, on ira aux tensions communautaires. Et le fait qu'on ait un débat là-dessus ce matin, c'est vous en est la preuve. C'est vous qui donnez cette définition. Vous donnez cette définition d'assimilation, ça veut dire tout rejeter. Mais même Éric Zemmour, dont je crois que vous avez été un soutien, le dit. Oui, tout à fait. Voilà. Non, Éric Zemmour, il parle d'assimilation. Oui, mais Éric Zemmour, par exemple, il parle d'assimilation en demandant aux gens d'abandonner leur prénom et leur patronyme. Oui, tout à fait. Non, leur prénom, voilà. Mais il leur demande pas de quitter leur religion. préciser le patronyme. Si, c'était aussi dans le. C'était aussi dans leur religion, c'est. Non, et ensuite quitter leur. Non, mais moi, je suis pas le porte-parole d'Éric Zemmour, voyez-vous. Et quand je dis aux gens, bon, allez, on doit aussi changer le patronyme. Ah, je vais m'appeler Alexandre Duroy. Ça, c'est classe, ça. Oh, oui. Hein. Voilà. Non, comme dans la bande dessinée avant Astérix, ils avaient fait, Uderzo et Goscinny, ils avaient fait une bande dessinée, ce Papa, là, Amérique. Et le mec, c'était dans le chat, dites-moi, le petit noblion, là. C'était de la feuille. Oh, punaise, j'ai oublié. De la feuille dorée. Ouais, non, mais Charles, de la feuille de. Oh, je sais plus quoi. Attends, je vais vous retrouver le nom. Yanis, toi, sera quoi, toi, ton patronyme, du coup? Mais en plus, c'est même pas vrai. Zemmour, il a jamais demandé ça. Non, mais moi, ça sera Jean Ibn François. C'est pas un patronyme, mec. C'est pas un patronyme. Non, mais Jean, mon prénom, Ibn François, mon nom de famille. Ton nom de famille. Et toi, Rachid, tu choisis quoi? Jean-Eudes, attends, c'est quoi son nom, quoi, à lui? Jean-Eudes, quoi? Non, mais en plus, il a un nom qui fait pas du tout français. Non, je sais pas. De Gaulle, allez. Jean-Eudes de Gaulle. C'est vrai que Ghana, ça fait pas français, Ghana. J'avoue, c'est vrai. De Gaulle, ouais. De Gaulle. C'est la première fois que je vois ce nom, moi. Mais ouais, Jean-Eudes. Voilà, j'ai retrouvé le noble, le petit nobléon qui va en Amérique, là. Il s'appelle Hubert de la pâte feuilletée. Ah, voilà, c'est bon. Alors, Alexandre de la pâte feuilletée. Putain, ça sonne bien. Ah, franchement, là, si on s'est pas assimilé, là, je peux pas faire plus. Ah ouais, bah là, tu veux pas faire mieux, là. Là, c'est bon, là, t'es le sauvé. Non, là, sinon, t'as aussi, t'as des prénoms et noms et patronymes qui vont bien. Tu as, par exemple, Alexandre Benalla. C'est bien, ça. Mais en plus, Alexandre, pour le coup, il a vraiment changé son prénom, lui. Oui, c'est vrai. Ah, je suis mort, j'en ai marre. Attends, je continue. Il va bien falloir qu'ils quittent leur religion, c'est qu'on ne s'assimile pas dans un pays sur le long terme. Si la France compte demain 60 millions de musulmans, parce que les Arabes assimilés ont fait plus d'enfants que les Français, ce n'est plus la France. Donc, de manière évidente, il va falloir à un moment ou à un autre quitter sa religion, quitter la France. Ndayari. En fait, on a la chance d'être dans un pays libre où chacun peut s'exprimer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'estime. Vous avez la chance d'être sur une radio libre où tout le monde peut s'exprimer. Voilà. Donc, moi, j'ai cette chance-là, moi, d'être né en France. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né. J'ai pas choisi ma religion d'origine. J'ai pas choisi mes parents. Il s'avère que oui, j'ai un père qui a combattu pour la France. J'ai un père d'origine algérienne, mais qui est harki, qui est ancien militaire. J'en suis fier. J'ai une mère qui a des origines tunisiennes. Vous savez que ça implique ça d'avoir un père harki? C'est-à-dire qu'elle pourra jamais revenir en Algérie, cette femme. Ouais. C'est-à-dire que là, il est en train de lui dire, vas-y, va te faire. Voilà, va aller en Algérie, on va voir si tu vas arriver. Non, mais c'est vrai, c'est horrible être enfant d'harki. Parce que, à la rigueur, arrière-petit, je sais pas ce qui va se passer, moi, dans un siècle, mais la blessure, si on veut, de la guerre d'Algérie, de la colonisation en général, est encore là, je vous le dis. Elle est peut-être pas aussi mais explique Régulus, c'est quoi harki? Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est. Les harkis, ce sont les Algériens qui ont servi les intérêts de l'État français colonial à l'époque de sa présence en Algérie. Donc, ils étaient soit, par exemple, dans des postes administratifs, soit dans des postes même des fois militaires, etc. Et on les considère comme, en Algérie en tout cas, de la part des non-harkis, comme des traîtres, tout simplement, qui n'ont pas accepté justement et qui étaient pour la France coloniale. Les harkis étaient vraiment convaincus du projet français colonial. C'est pas juste ils sont soumis et tout par faiblesse. C'était des gens convaincus que la France avait la légitimité d'être ici et qui étaient pleinement français dans leur tête. Voilà, idéologiquement. Et du coup, c'est toi qui sont considérés comme des. Et après, t'as un petit trou du cul de la pâte feuilletée qui va lui dire t'es pas française. C'est ça. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'avais fait une critique en disant que je trouvais qu'elle était un peu trop sur la défensive, un peu en mode victime. Bah là, c'est exactement le cas. Elle est là. Désolée d'être née. Elle dit j'ai pas choisi où est-ce que je suis né, ma religion, etc. Mais tu voulais qu'elle dise quoi aussi? Bah, elle aurait pu dire mon père a combattu pour la France. Elle l'a dit. Non, mais c'est le ton.
mon père a combattu pour la France, et le tien, connard. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, trou du cul, à part, toi? Non, mais il va te Non, dire, mais moi, j'ai mes ancêtres qui remontent à 15 générations. Enfin, on s'en bat les couilles. Ils ont fait quoi? Ils ont trait les chèvres, tes ancêtres. Le mien, il s'est battu pour la France. Tu vois ce que je veux dire? Il faut y aller. Il faut y aller. Moi aussi, je trouve qu'elle est trop sur la défensive. Elle aurait dû l'attaquer. Bah oui. On continue. Parce qu'il est vachement. Malheureusement trop. Non, vas-y. J'ai un autre. Attends, si vous voulez un prénom et un patronyme, parce que bientôt il va falloir que vous fassiez le choix, vous avez compris. Hein. J'ai Gérald Darmanin, si vous voulez. Non, merci. Je préfère Moussa Darmanin. Moussa, c'est mieux. Moussa Darmanin, je me sens plus intégré. Je continue. Moi, j'ai vécu ce que ma mère a vécu, hein, c'est-à-dire à l'époque, on faisait beaucoup de mariages arrangés. Donc ma mère m'a fait subir ce qu'elle a subi elle-même. Donc je me suis retrouvée mariée de force avec un islamiste qui m'a pendant 10 ans embrigadée. Donc j'ai été coupée du monde et j'ai subi un lavage de cerveau. Donc effectivement, je suis devenue moi-même salafiste. Suite à ça, j'ai décidé de me libérer de ces chaînes mentales. Pourquoi? Parce que j'avais un esprit critique grâce à la France, grâce à l'école, grâce à ce que j'ai appris à l'école. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et puis, j'ai décidé, après les attentats de Paris, de m'engager contre l'islamisme. Ensuite, je suis passée de l'islamisme au patriotisme. Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai énormément de chance d'être née en France. Parce que si j'avais été en Irak, en Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, j'aurais été lapidée, torturée pour avoir retiré mon voile. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de la France pour plein de raisons, parce que la France m'a permis d'écrire des livres, m'a permis de m'exprimer en tant que conférencière, de faire des médias et de pouvoir expliquer qu'ici on est dans un pays libre et que chacun peut choisir sa religion, la tenue de son choix, et que ça c'est précieux. Voilà, parce qu'on n'est pas en dictature. Et aujourd'hui, quand j'entends que des gens me disent il va falloir que tu changes ton prénom, que tu abandonnes ta religion d'origine si tu veux être accepté par nous, parce que ces gens s'estiment d'une race supérieure, ils estiment que nous, enfants issus de l'immigration, on a des comptes à leur rendre et on doit leur demander l'autorisation pour être français et pour défendre la France. Ben non, en fait, moi c'est mon pays, je suis né ici, je défends ce drapeau, je défends les valeurs de la République et j'ai pas demandé l'autorisation à qui que ce soit pour aimer ce pays et pour me sentir pleinement française. Eh bien, si, il va falloir, mes origines, j'en suis fière, mon nom, j'en suis fière. C'est que les valeurs de la République, les Français de souche n'en ont rien à faire. Les valeurs de la République, en fait, nous au quotidien, on s'en tape. Mais vous parlez ça permet peut-être à des millions de gens voilà, de stop. Là, c'était pas mal. Bon. On a compris. Là, elle a envoyé du lourd. Là, c'est bon. Elle a bien mouché le mec. Et là, il entend dire oh non, mais les valeurs de la République, on s'en bat les couilles, nous. Il va dire qu'il est royaliste ou je ne sais quoi. Ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est sûrement un royaliste. Voilà, un monarchiste. Et j'aimerais dire un truc. J'ai l'impression que, parce que personne ne l'a dit, mais c'est important de le dire, et je vais vous rafraîchir la mémoire. Elle a la voix tremblotante, etc. Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur parce que récemment, j'ai publié une vidéo sur Tarek Ramadan et elle fait partie des victimes présumées de Tarek Ramadan. C'est d'ailleurs même la première accusatrice principale, Enda Yari, cette femme en droite, accuse Tarek Ramadan de l'avoir violée. Et donc, je me dis, tu vois, tu as subi toute cette merde, le mariage arrangé et potentiellement un viol, et tu as une tête de. Voilà. Je vais essayer de me retenir de ne pas l'insulter. Qui te dit t'es pas française. Franchement, ça, vraiment, il y a des claques qui se perdent. Et je crois qu'il en a pris beaucoup des claques, t'inquiète. Il aime ça, je pense. Il aime. Je pense qu'à l'école, il en a pris beaucoup des claques. C'est pour ça qu'il est comme ça. Non, mais vous rendez-vous compte, c'est horrible, quoi. Elle en a vécu des choses, tu vois, pour s'en sortir et tout, que ce soit quitter salafisme. Elle a parlé d'un mariage arrangé qui, j'imagine, je suis quasiment certain de mémoire que son ex-mari était violent, elle a subi un viol, etc. Le truc pour à la fin, elle dit ah, t'es pas français, t'es pas blanche, et blablabla. C'est horrible. Ça me met en colère. C'est sincère et je ne mets pas en cause le fait que vous aimiez la France, de devenir français ou français de papier, mais les valeurs de la République, on s'en moque en fait. C'est-à-dire que Cohn-Bendit aussi, il défend les valeurs de la République. Non mais ça par contre c'est un sophisme de merde. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Mais c'est comme si je disais oui ça sert à rien de défendre les humains. De toute façon Hitler aussi c'était un humain. C'est vraiment. C'est naze, putain de nul. C'est merdique, ça c'est merdique. Non mais parce que là il s'est pris un KO. Hein. Il est sonné, hein. Ça se voit. Regarde, il est un peu sonné le mec. Oui, vraiment là. Elle a envoyé quand même, elle a envoyé du lourd juste avant. Donc le mec, il est un petit peu, il est plus stable sur ses appuis, quoi. On sent qu'il a besoin de dire, ouais, Cohn-Bendit, d'accord, ouais, ta gueule. Allez,
Ah là là, j'en ai marre. Voilà, et ça reste un binational. Vous savez, moi, je vais vous dire, bon, il y a des personnes, enfin, je veux dire, vous avez aussi vous avez parlé de mon passé, mais vous avez aussi un passé. Vous avez eu plusieurs condamnations, notamment par rapport à des propos racistes. Non, c'est faux. Vous lisez la presse de gauche, donc c'est très intéressant. Non, c'est pas la presse de gauche. C'est une réalité. Radio Courtoisie. Non, c'est faux. Je n'ai pas été Là, condamné elle devrait pas. Bon, erreur. En première instance, j'ai été condamné en Erreur. Elle devrait pas faire ça. C'est une erreur. S'il veut parler de son passé, il faut qu'il demande qu'il parle de ses ancêtres. Là, qu'on rigole. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va dire oui, mes ancêtres. Soit il n'a pas d'ancêtres notoires, contrairement à elle d'ailleurs, qu'elle disait. Soit il a des ancêtres notoires et ce sera des aristocrates qui traitaient comme de la merde les gueux français et tout ça. Tu vois, vu son prénom Jean-Eudes, je pense pas que. Ouais, ça va être de la bourgeoisie. Voilà, je pense pas que. De la grosse bourgeoisie qui envoyait les enfants à 5 ans à la mine. Tu vois, ce genre de profil. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas à la ramener. Et donc, mais plutôt que dire oui, vous avez été condamné. Non, c'est les mecs qui sont fiers d'être condamnés, limite, ou alors d'en parler. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le rappeler, je pense. Hein. C'est que à son. Là, ça lui envoie des cartouches à lui, en fait, de lui dire vous avez été condamné. Oui, parce que le système, liberté d'expression et tout ça, compagnie, c'est fini. C'est vrai. Première instance, face à Josué Jean-Bart, journaliste du Ouest France, pour diffamation pour avoir dit qu'il était d'extrême gauche. La presse a dit que c'était pour racisme, mais non seulement c'est faux, et en plus j'ai gagné en appel. Vous voyez? Donc la prochaine fois que vous faites des fiches sur les sites antifa... Je ne suis pas là pour vous juger, je vous explique simplement, vous parlez de mon passé. Des condamnations. En fait, vous parlez de mon passé pour... Je trouve que Zemmour aussi a été condamné. Enfin, Zemmour, lui, a été condamné. Recentrons un peu le débat. L'idée, j'ai l'impression qu'exprime Jean de Gala n'est pas d'une supériorité, mais d'une antériorité. Voilà. Et donc c'est cette antériorité qui, selon lui, fonde une appartenance et où les nouveaux arrivants sont censés non pas arriver intacts avec toute leur histoire et considérer que la République en est le parfait réceptacle, mais arriver avec une volonté d'adopter des mœurs, des coutumes, des façons de faire qui ne sont pas uniquement les institutions. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Attal, comme manière de reposer le débat? Moi, je pense qu'il faut savoir là où on met le curseur. Vous voyez, par exemple, moi, sur les prénoms avec Éric Zemmour, j'étais plutôt d'accord. Moi, vous voyez, par exemple, mon père est venu de Tunisie, il a donné des prénoms français à ses enfants. Voilà, c'est là où on doit mettre le curseur. Et je suis très content d'être là, finalement, parce que j'ai jamais affronté un extrémiste de droite, un vrai. Voilà. Et donc, vous savez, on est toujours l'extrémiste de droite de quelqu'un, mais je suis content que vous preniez la rhétorique de Street Press. Tout à fait. Non, mais un peu, je suis content que Bruno Attal est enfin un extrémiste de droite. Parce que, oui, parce que moi, je suis très extrémiste pour ça. Et du coup, ça me recentre. Et donc, du coup, je trouve finalement, enfin, vous voyez, je peux m'adresser à mes détracteurs en leur disant, vous voyez, les vrais extrémistes et les vrais fachos. Et du coup, en quoi suis-je extrémiste? Mais parce que vous demandez à des gens qui aiment le drapeau, qui aiment la France et qui ne sont pas encore assez français à vos yeux. Donc voilà, donc vous êtes hyper minoritaire, vous êtes résiduel comme dirait l'autre, et surtout voilà, c'est pas la première fois que sur Radio Courtoisie. Je sais que vous rêvez que nous soyons minoritaires, mais nous ne sommes pas encore minoritaires sur notre propre terre. Si la vraie extrême droite elle existe, elle est résiduelle, c'est vous. Et moi je suis pas d'extrême droite et je me bats dans les médias tous les jours pour dire je ne suis pas d'extrême droite. La vraie extrême droite c'est vous, c'est les Soral, c'est les Dieudo, c'est ceux qui font alliance avec les islamistes parce qu'ils sont antisémites. Enfin pas mal de choses. Alors je sais pas depuis combien de temps l'émission a commencé, mais je vois que vous avez tenu à peu près 10 minutes sans arriver au point Godwin. Je veux vous féliciter, franchement. À quel moment je suis antisémite? Quel est le rapport avec l'antisémitisme et Dieudonné? Non, mais je parlais de la droite soralienne. Oui. Vous m'avez dit vous êtes d'extrême droite, comme Diodo, comme Soral, etc. Et après, j'ai parlé de la convergence des luttes, c'est tout. Oh putain, mais ils sont nuls, hein. C'est chaud, hein, quand même. Non, mais il est nul, le Attal, ou quoi? Il est nul à chier, quoi, en argument. Pourquoi il lui sort du Diodo, peut-être je suis pas au courant de tout, mais c'est quoi le rapport? Il a raison, l'autre. C'est quoi le rapport? Non, mais ils sont dans leur registre. Attal, lui, il a fait un débat face à Diodo, je pense. Donc c'est pour ça qu'il est. Ouais, mais là, c'est pourri. Attal, il a dit que de la merde. Oui. Non, je suis bien content de plus être taxé d'extrême droite parce qu'il y a des mecs qui sont plus d'extrême droite que moi et c'est eux les fachos. Et d'ailleurs, ils sont soraliens, de dionistes ou je sais pas quoi, antisémites. Non, par contre, sur ça, il a raison. En fait, mais tu vois, quelqu'un comme toi, et quand même quelqu'un comme nous, comme Yannis, on va taxer de gens de droite juste parce qu'on critique l'islam. Je vais pas dire, oh, qu'est-ce que je suis content d'avoir un gros facho raciste. Comme ça, les gens, ils vont penser que dans la forme, c'est de la merde. Dans la forme, c'est de la merde. Nul. Mais dans le fond, il est l'illustration
qui correspond à la définition universitaire académique de gens d'extrême droite. Donc, c'est-à-dire qu'il fait un essentialisme ethnique, un appel au religieux, à la tradition. Donc, il correspond un peu aux critères de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite dans son discours. Ça, c'est vrai pour le coup, on ne peut pas nier. Tu vois? Bon. Mais après, lui, il le dit en mode ouf, je peux me cacher derrière le paravent Jean-Eudes de Ghana. Maintenant, pour dire que je suis plus de droite. Mais bon, c'est autre chose. Yannick, tu veux dire un truc ou pas? Non, bien sûr. Après, moi, je trouvais que c'était bien de lui dire que vous représentez rien et vous êtes une extrême droite résiduelle. Et je trouve que c'est une belle manière de lui renvoyer ce qu'il a envoyé à Ndayari. Et j'aurais même serait allé plus loin. J'aurais dit, mec, tu te plains qu'elle a fait que 3000 personnes. T'en aurais même pas fait le tiers, en fait. C'est avec des gens qui pensent comme toi, qui disent que il faut être blanc, il faut changer son nom, il faut jeter sa religion. Tu fais une manif, il y a personne qui va te suivre. T'es ultra résiduel pour le coup. Pour répondre à ça, il esquive parce que quand il dit vous êtes résiduel, il dit non, on est même si vous aimeriez qu'on soit résiduel, genre en gros, nous les blancs, enfin les Français de souche, vous aimeriez qu'on soit résiduel, alors qu'il parlait des suprémacistes en fait, il parlait pas des Français de souche, tu vois, quand il disait ça. Mais pour faire son esquive, il a dit non, mais nous les Français de souche, on n'est pas encore minoritaires, même si exactement. Très bonne remarque. Je continue. Convergence des luttes, mais voilà, c'est un aparté, mais voilà, mais vous êtes ultra minoritaire et Dieu merci pour nous, parce que moi, je vois un Jean Messia, je le sens. Alors, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes présenté à une seule élection avec le soutien d'un parti national dans la foulée d'une présidentielle, donc avec une dynamique, et vous avez fait, je crois, à peine plus de 5%. Je me suis présenté à plusieurs élections où, quand j'avais un parti national, je faisais beaucoup plus, et tout seul, je faisais 3,4. Vous voyez, je suis moins minoritaire que vous, peut-être. Alors, on va faire une merci merci Ndayari, et merci Jean-Luc Gana. À 8h57, nous retrouvons Jean Messia. Et nous allons pouvoir continuer après. Voilà. Et donc après, c'est tout de suite. Je ne suis pas certain que que les pourcentages des élections soient véritablement l'axe qui éclaire véritablement le débat. Je suis content de voir que vous êtes tous chauds bouillants. Et mais une fois de plus, repartons non pas tant. Je vois que M. Attal en est déjà venu aux insultes, c'est-à-dire que je suis un extrémiste, je suis un petit bourgeois, je suis un antisémite, et que là, on a le sentiment, si vous voulez, de nous retrouver en effet dans les années 90. Ça, c'est merdique. Toute la gauche diaboliser les patriotes et diaboliser Le Pen. Ouais, ça c'est merdique de dire qu'il est antisémite, bourgeois, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça, vraiment. En plus, c'est antisémite, c'est grave. Il pourrait l'attaquer pour diffamation, s'il dit qu'il est antisémite sans preuve, et qu'il est bourgeois, on s'en fout. Son statut social n'est pas le sujet du débat. Donc c'est pour ça que c'est vrai que pour le coup, en fait, moi, il est mauvais. Je pense que vu qu'Attal il est juif, je pense qu'il a fait une projection sur lui-même en se disant. Oui. Et c'est pour ça qu'il a tout de suite parlé d'Alain Soral. Moi, c'est l'explication que je vois. Très vrai, très juste. Parce que je vois Alain Soral, il est un peu hors sujet avec la discussion. Donc, je pense pour qu'il en parle, c'est qu'il a fait une projection sur lui-même et sa personne. C'est vrai, je suis d'accord. Vous êtes extrémiste, c'est parce que vous êtes antisémite, c'est parce que vous êtes ceci ou cela. C'est le vrai problème de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a dit que des vérités, mais dans la bouche, quand on tient des propos racistes, antisémites, homophobes, justement, vous êtes disqualifié. Moi, vous voyez, par exemple, je soutenais les idées de Jean-Marie Le Pen, mais jamais voté pour lui. Vous voyez, par exemple, vous pourriez avoir des bonnes idées parce que des gens pensent qu'on pourrait être dans le même camp, mais jamais je voterais pour un gars comme vous. Et juste pour venir sur Vénitieux, allez vous présenter à Vénitieux, mais je pense que vous ne feriez pas trop mettre dans la rue. Oui. Ah oui, parce que quoi? Parce que Vénitieux, c'est plus la France, oui. Alors, quand on entend dire que Vénitieux, c'est plus la France, qu'est-ce que vous en pensez? Mais si à Vénitieux, on se met à arborer le drapeau français, c'est la France, du coup, une ville avec 80% de gens d'origine extra-européenne, il suffirait que les gens leur débat, pour que cette ville fût française. C'est ça que vous nous expliquez depuis le début. Mais non, mais pas du tout. C'est quoi ces arguments de merde? C'est pourri, mais ça reflète l'ambiance, comme dit Ruel, la théorie de l'ambiance intellectuelle française. Oh, je suis désolé, mais c'est ce genre de débat. Bon, en mettant de côté l'aspect économique, c'est ce genre de débat. Et va te présenter à Vénitieux si t'as des couilles. Ouais, non, c'est que des bougnoules. Putain, c'est quoi ça? Mais c'est le niveau des débats en France. On n'est pas à l'époque des grands débats des années début 2000. Justement, vous avez des preuves d'assimilation, vous avez des preuves de gens qui vous disent qu'ils aiment le drapeau, ça vous suffira jamais. Il suffit qu'il y ait une petite goutte qui vient d'un peu loin. C'est ça le vrai racisme. Vous êtes un raciste, vous ne supportez pas des gens qui auraient une goutte qui ne soit pas française. Monsieur, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu au Proche-Orient, je suis bien plus arabophile que vous. Moi j'ai des collègues juifs, je suis pas antisémite. Et je n'ai aucune. J'avoue que le débat est nul. Il te parle de gynécologue, il te parle de Maroc, arabe. Non mais là, je pense qu'on a passé les meilleurs moments. Voilà, c'est fini. Et en plus, là, moi, je le tuais. Hein. Attendez, vous avez passé combien d'années au Maroc, en Indonésie, tout ça, et vous présentez français?
Moi, j'ai passé toute ma vie en France. Et vous, votre vie, c'est Maroc, Indonésie, Polynésie. En fait, vous êtes un bougnoul pour moi. Vous êtes un sale bougnoul. Arrête, là Bah c'est oui. bon, on va se faire niquer dans la chaîne, Oui, bébé. pardon. Non, mais moi, je réponds ça à un raciste. Donc, ça va, on a compris le second degré quand même. Merde. Non, mais le mec, il se prétend plus français que des Français d'origine étrangère qui ont passé leur vie en France, alors que lui, il se la coule douce en Indonésie, à se faire servir par des laquais, parce qu'on sait comment c'est, hein. Les expats, on a compris. Hein. Les expats, c'est villa, riad, avec serviteurs, qu'on paye même pas qu'on paye au lance-pierre. Non, mais on a compris le délire colonialiste. En plus, je crois que lui, je suis pas sûr, hein, mais je crois que ses ancêtres, c'était des pieds noirs. Parce qu'à un moment dans la vidéo, il dit, ça parle d'Algérie, il dit, c'est une histoire que je connais très bien. Donc, à mon avis, je pense que dans ses ancêtres, il doit avoir 2-3 moustachus. Je pense. En tout cas, on a Vanité avec nous. Vanité, je t'en prie, vas-y. Salut. C'est Yahya-Hud. C'est Yahya-Hud, en fait. Je sais pas Salut à qui c'est. tous. Déjà, je voulais juste vous dire que je suis beaucoup votre travail, que ce soit à Bébert, Yanis ou Régulus. Alors, je connais moins Rachid, mais du coup, je suis honoré d'être parmi vous et un petit peu intimidé également. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en préambule. Non, je voulais réagir par rapport à vos commentaires autour de la polémique sur les patriotes de la diversité. Et j'ai regardé du coup sur Radio Courtoisie l'échange avec le type qui s'appelle Jean-Eudes. Et en fait, le commentaire que je me suis fait, c'est quand est-ce que finalement le discours que porte Jean-Eudes est devenu marginal, voire minoritaire en France? Parce que 70 ans en arrière, le discours que porte Jean-Eudes, il aurait été d'un banal en fait. Donc c'est ça la question, c'est quand est-ce qu'il y a eu le glissement? Je pense pas qu'il y a 70 ans, c'était. Enfin, je sais pas, il y a 40 ans, les gens ils mettaient Mitterrand au pouvoir. Je pense pas que c'était aussi. Je pense Ouais, pas que, ouais, ouais, je pense pas ouais. que c'était aussi. Je pense pas que c'est l'image que t'en as. Hein. Jean-Marie Le Pen, il faisait 2% à l'époque. Hein. Donc bon. Ce que je veux dire par là, c'est que cette idée que du coup la nation, ce serait quelque chose qui, comment dire, mêlerait, on va dire, la question de l'identité civique et l'identité ethnique. J'ai l'impression que c'était quand même quelque chose qui était assez communément admis. La question de l'assimilation aussi, la question du changement du patronyme, la question par exemple de la proportion d'exogènes qui devraient être minoritaires, c'est quelque chose qui était assez partagé. Si aujourd'hui la France, elle est aussi en proie à certains flux migratoires, etc., ça n'a pas été décidé par le peuple. C'est juste qu'en fait, il y a eu des gouvernements avec l'appui de la bourgeoisie, on va dire, industrielle, avec le patronat. Exactement, qui a finalement décidé, s'il y avait eu un référendum sur la question dans les années 70, le regroupement familial, il serait absolument pas passé. Donc c'est dans ce sens-là en fait que je dis que c'est assez communément admis. Je tremblote sur ma chaise parce que j'ai vraiment très envie de répondre et je remercie encore une fois Rachid, encore une fois très pertinent ce que tu viens de dire par rapport au fait que il votait Mitterrand. Il y a cette idée qu'on retrouve en avant-propos. Déjà, je remercie quand même Vanité des compliments que tu as fait et puis voilà. Je vais quand même réagir à l'idée que tu as donnée parce que c'est une idée qui est courante et que je me plais à tordre. Et Rachid a un peu commencé le travail, je dois le dire. L'idée que l'immigration est un complot. Ça va faire réagir, mais je suis désolé. Le Pen
a fait des chiffres catastrophiques, même des 0,5%. Et donc, et donc, le seul gars qui disait stop l'immigration, il était le dernier des derniers. Et donc, on peut pas dire que c'est une trahison parce que c'est passé par le vote, en fait. Non. Et c'est passé et je sais que ça va prouve faire rien. réagir. Attends, laisse-moi juste finir. Absolument rien. Attends, bien sûr, tu vas réagir, vous allez réagir. Mais bien sûr, ça veut dire on nous dit que c'était une trahison, etc., que les Français n'auraient pas voulu ça. Mais c'est pas possible quand plus que 50 ans, qu'en un siècle de vote, il n'y a jamais un seul parti d'extrême droite qui dit je suis contre l'immigration qui est passé au pouvoir. C'est impossible. D'ailleurs, le mec, le premier qui s'est lancé dans cette idée de parti d'extrême droite C'est quoi le rapport avec l'immigration? Attends 2 secondes. Ouais, mais Je c'est parle. quoi le rapport? Non, mais laisse-moi finir, Bébert. Là, c'est Ouais, ça important. m'énerve quand ça parle avec un prémisse qui est complètement faux dès le départ et que tu vas développer sur un prémisse qui, Bah, dès le vas-y, début, vas-y, dis-moi c'est quoi le prémisse faux et après je poursuis. Bah, Vas-y, dis-moi. les gens étaient parce que Le Pen faisait 2%, les gens étaient pro-immigration. Voilà, c'est ça ton Mais parce prémisse. qu'ils auraient pu voter pour autre chose. Ils auraient pu voter pour lui. Pourquoi Ils faire? auraient pu voter. Bah, s'ils étaient contre l'immigration. Mais on dit que mais l'immigration. est-ce qu'il y a Bon, que, est-ce bref, qu'il y a que en fait, tu l'immigration? réponds bien à ce que je dis alors. Est-ce qu'il y avait que Bah, l'immigration laisse-moi comme finir quand problème? même. Je finis, après je te laisse Bon, parler sans couper. fini, mais pour moi, Non, non, mais oui, je vais finir, il mais n'y a pas aucun besoin de me dire rapport. fini. Je vais finir quand même. Bah si, il y a un rapport parce que Il n'y ça a pas répond. complot, Non, mais il y a vas-y, pas bon, complot parce que tu me le diras seul quand je peux mec. finir. Bon, bref, Tu me vas-y. diras quand je peux finir. Fini, vas-y. Donc si, il y a un rapport, c'est de dire que l'immigration est une trahison des élites. Alors que les gars, je suis désolé, ça fait un siècle que vous votez jamais contre le seul gars le seul parti qui vous dit à stop l'immigration. Donc c'est quand même très de mauvaise foi que de dire ouais non en fait on n'a pas voté mais on était contre. Non, la démocratie a parlé et je pense que ça a arrangé beaucoup de monde. Sur plein de en termes économiques et ça surtout ça ne dérangeait pas les gens en fait. Ça ne dérangeait pas les gens et c'est pour ça qu'ils ont jamais voté et c'est complètement faux de dire que l'immigration c'est une trahison des élites parce que c'est plutôt un siècle d'immigration et un siècle d'échec du seul parti anti-immigration. C'est un fait, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. Je vous laisse, j'ai fini. Si tu me permets, je vais rebondir Attends, sur ce que- juste un instant, je voudrais dire un siècle d'échec de la Ve République et du suffrage universel de la démocratie représentative. En France, il y a l'immigration, mais il y a aussi le chômage, il y a aussi la nationalisation des entreprises ou la dénationalisation des entreprises. Il y a énormément de problèmes. Et qui est complot, si tu veux, je m'en fous, moi. C'est pas un complot, c'est une convergence des traîtrises. Convergence des traîtrises de tous les européistes et de tout le patronat, le monde financier, qui a voulu niquer le peuple français. Que Le Pen ne gagne pas à l'époque, parce que c'est le seul à dire il est contre l'immigration. Et c'était pas le seul, d'ailleurs. Georges Marchais, le Parti communiste, était contre, à l'époque. L'immigration. Et eux le disaient très bien pourquoi. Pour niquer le marché du travail. Mais ça veut rien dire. Tu dis, parce qu'en politique, notre système qui est un jeu truqué, où on prend les gens pour des cons, où on fait jouer les castors les uns contre les autres, dans un système pourri et vicié, les gens votent pour élire des maîtres. Ils ne votent pas pour les lois. Comme disait Vanité tout à l'heure, on aurait fait un référendum, pas et voté pour François Mitterrand, qui proposait d'abolir la peine de mort, qui proposait, pourquoi pas, de défiler en string. On s'en fout de ça. Tu aurais fait sur le sujet de l'immigration, qui est un sujet parmi tant d'autres. Tu aurais fait un référendum. Tu aurais demandé au peuple français de voter est-ce qu'ils sont pour ou contre le regroupement familial. Et aujourd'hui, fais un référendum sur l'immigration. Pourquoi on ne fait pas un référendum? Là, ça parlera. Parce que ce que tu dis, on a élu Mitterrand, on a élu Chirac, on a élu mon cul ou mes couilles, ça ne veut rien dire.
Celui qui passe qui fait le plus de colonnes dans Paris Match, il est président de la République, de toute façon. C'est Non, comme mais ça attends, qu'on a est-ce eu que le juste, Non, mais les élections pour un président de la République, on a compris que c'est bidon. Faut bien comprendre qu'on se fait arnaquer quand même depuis des décennies avec ces conneries-là. Celui que les médias nous présentent, c'est celui pour lequel on va voter. Attends, je vais juste dire quelque Mais chose. on vote pour des idées, toi-même tu l'as dit, Non, et il y a eu tu un votes pas pour des siècle de idées, personnes. c'est pas vrai. Non, on ne vote pas pour des idées. D'accord. On vote pas pour On a des des... idées. Ça, c'est faux. C'est faux. D'accord. On vote pour Les des gens, personnes. quand est-ce que les gens votent pour des idées? Si tu veux, on vote des personnes. Il y a eu plein de partis différents. Et tu as raison, il n'y a pas que Le Pen, il y a eu Maigret, il y en a eu tout plein. Non, Et tu jamais. repars dans la même merde. Pourquoi tu parles pas pourquoi tu réponds pas au référendum? Je peux littéralement pas répondre. Du coup, je répète ma question auquel tu n'as pas répondu. Non, il n'y a pas que le référendum. Et c'est trop facile, Bébert, de dire aujourd'hui, en 2025, on va faire un référendum. Et je suis même pas sûr. À l'époque, on l'aurait fait, les gens auraient voté contre. C'est pas possible d'en placer une. Tu sais très bien. Moi, je te laisse parler, Bébert. Rends-moi la politesse. Je ferme ma gueule, c'est bon, ça commence. Bah oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai fermé ma gueule. Non, mais c'est de la mauvaise foi. On sait très bien que c'est pipé. Mais bon, vas-y, continue si tu veux. Mais c'est trop facile. Vas-y, continue. Donc, je disais, c'est trop facile de dire on fait un référendum aujourd'hui en 2025 et ça aurait prouvé les un siècle où on n'a pas voté contre les partis, toutes les personnes qui avaient les idées d'extrême droite, ils arrivaient derniers. Comment tu l'expliques? Tu balances des trucs, ouais, la démocratie participative, de toute façon, c'est pourri, c'est comme ça. Non. C'est pas possible, c'est trop facile de balayer ce fait qui est gênant. Et c'est trop facile. Et c'est trop... Non, mais c'est pas possible. Je dois finir ma phrase là, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Oui, c'est pénible de se faire couper. J'aimerais bien pouvoir finir ma phrase. C'est trop facile d'arriver en 2025, après les 30 Glorieuses, quand on est en crise, et de dire ouais, aujourd'hui, si on aurait fait un référendum sur le regroupement familial, on aurait dit non. Bah oui, aujourd'hui, oui, mais pendant les 30 Glorieuses, quand il y avait des ouvriers dans les mines, quand il y avait quand il y a eu une tonne de personnes d'origine africaine qui nettoyaient les chiottes, et pendant qu'on était en état de croissance économique forte, bah non, le référendum, il serait pas passé. Moi, je prends les paris. Ma grand-mère n'était pas africaine, nettoyait les chiottes aussi. Donc, ça veut rien dire. Non, mais tu n'as aucune explication sur le fait démocratique, à part de dire que les élections sont truquées, c'est du niveau d'un pilier de barre. Non, c'est pas faux. Non, moi, je maintiens. C'est toi qui m'accuses d'être pilier de barre, excuse-moi. Mais je maintiens qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec le nazisme et tout ce qui s'est passé, un parti avec d'anciens nazis, un parti d'anciens collabos, de pétainistes. Mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein des partis d'extrême droite. Il y en a eu plein. Aucun n'a gagné. Commencé comme être pétainiste. Et tu disais, le seul parti. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas voté contre l'immigration parce que c'était des nazis. C'est tellement faible. Le seul parti qui disait, c'est pas bien l'immigration, c'est un parti pétainiste. Donc, si tu voulais être contre l'immigration, il y a un monde parallèle où il y avait un parti pas nazi et ils auraient tous voté pour l'immigration. Mais bien sûr, dommage. Personne ne s'est présenté. Mais non, ils auraient ça fait un siècle, on aurait pu trouver un gars qui n'était pas d'origine nazie et tout le monde aurait voté pour lui. Voilà. Non, là, c'est de la mauvaise foi. Franchement, Yannick, c'était de super mauvaise foi. Tu prends un parti qui était le seul qui prenait ça, c'était pétainiste. L'autre, c'est le parti communiste qui s'est fait niquer par le Parti socialiste et par Mitterrand. Il faut revoir tout le contexte de l'époque, toutes les manipulations qu'il y a eu contre le peuple français depuis Giscard, depuis 1974. Je vais pas. Il faudrait que je te fasse une dissertation sur 40 pages pour répondre à tes questions. C'est toi qui choisis la facilité. Et après, tu dis que moi, je fais un discours de bistrot. Tu dis que je fais un discours de bistrot, alors qu'en fait, il faudrait. Toi, tu choisis la facilité. Les gens n'ont pas voté contre l'immigration, donc ils sont pour l'immigration. Ça, c'est ton argument complètement pourri, mais il faudrait que moi, je te fasse une dissertation de 40 pages pour te prouver que tu te plantes. Oui, quand tu votes pendant un siècle pour des partis pro-immigration, il faut assumer, il faut que le peuple français assume un minimum sa responsabilité. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Yanis, si tu me permets? Oui, bien sûr, je t'en prie.
Ouais, en fait, moi, je ne considère pas que la question se posait comme ça, concernant, je veux dire, l'arrêt de l'immigration. Je pense que un des aspects de la démocratie représentative, c'est le fait que, parfois, on élut des représentants qui, des fois, prennent des décisions politiques, sans consultation de la population. D'accord? Bah, c'est le cas, par exemple, sur, une question sociétale telle que la peine de mort. Si tu regardais comment dire, les sondages d'opinion, dans les années 80, les Français n'étaient pas particulièrement, pour l'abolition de la peine de mort. Pareil Je suis pour, la d'accord. question, pareil pour la Je question suis d'accord. pareil pour la question par exemple, de rejoindre, du coup, sur la question de Maastricht, par exemple, dans les années 90, les Français n'étaient pas particulièrement pour non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant ça a pas empêché, du coup, les représentants de prendre une Mmh. décision qui ne reflétait pas du tout, l'opinion, partagée, par la population. Pareil en 2009 avec comment dire? La ratification, de Lisbonne, de Mmh. 2008 ou 2009, bah, les Français en 2005 avaient voté non, d'accord? Et ça n'a pas empêché du coup nos élus de, on va dire, de pouvoir aller, contre la volonté du peuple. Donc sur la question de l'immigration et du regroupement familial, heu, c'est pas du tout, un complot. Moi, par exemple, je te je te recommande un très bon livre de Paul Lyonnais, qui est un sociologue français très sérieux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle «Voyage au centre du malaise français», où il revient en fait sur la question de l'identité civique, de l'identité, ethnique, et qui est absolument pas un suprémaciste, blanc, mais qui articulait en fait ces 2 questions, et il expliquait en fait comment est-ce qu'on est passé du coup à une vision républicaine autour de l'assimilation, autour du fait qu'il fallait changer les patronymes, avec un espèce d'effondrement du roman national, avec un culte, de la diversité, du droit à la différence, et cetera, et cetera. Il est très précis ce bouquin, donc lisez-le si vous en avez l'occasion. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les personnes telles que Jean Eudes, elles sont vues un petit peu comme des pestiférés, même si c'est pas ma ligne, hein. Mais quand tu regardes les politiques telles qu'ils présentaient la question de l'identité nationale dans les années 60, dans les années 70, bah, la ligne de Jean Eudes, elle était absolument pas marginale, c'était quelque chose d'assez répandu, en fait. Non, de toute façon, Siwak il t'a déjà répondu, au niveau de l'élection de Mitterrand, je suis pas d'accord de dire qu'elle était répandue, et après je voulais quand même te répondre sur un truc et j'ai oublié de te le dire, avant que Bébert y parte, c'est que tu disais que cette idée est répandue. Heu, L'idée des barbares, et des gens extérieurs, et cetera, et même la représentation de la race et de ce qu'est la race et de ce que pas la race française, elle a évolué au fil de l'histoire. Et en fait, avant, on pouvait pas se poser la question sur la blanchité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait pas de blanc. En fait, toi, tu considères que du coup, ils pensaient l'inverse. Et le fait de pas penser que, ce qui est pas blanc n'est pas français, et le fait que cette pensée n'était pas là, ça veut pas dire que l'inverse est vrai. Parce que ce qui est blanc est français. C'est juste qu'en fait, ils se sont jamais posé la question parce que, et comme tu le sais, c'était quelque chose d'inexistant, en fait, qui est en masse des Français non, entre guillemets, «non blancs». Et encore une fois, je suis persuadé que, tu me laisses, bon, je laisse ça aux historiens, mais je l'ai déjà lu, que l'idée de l'étranger et de ce qu'on appelle le barbare a évolué. Et il y a toujours eu cette idée de qu'est-ce que le moi, la nation, le peuple, la communauté, et qu'est-ce que l'autre? Il y a toujours eu, une, création ethnique de: «Ah lui il est comme ça, eux ils sont chevelus, eux ils sont comme ça». Et ça c'est pour mon premier point, donc c'est sur, le fait pourquoi ils ont pensé ça ou pas. Le deuxième point, pour en revenir, au fait qu'on élit de représentants et pas, des comment ça s'appelle? Des idées. Alors c'est une idée que je partage en partie, je n'hésite pas à dire que vraiment tu as même d'ailleurs très bien argumenté, je trouve, en parlant de Maastricht et de la peine de mort. Mais dans ce cas-là,
Le premier constat, hein, en disant et en partant du principe que ce que tu dis est vrai, c'est que du coup les Français votent mal, voire sont un peu bêtes. Voilà, c'est que ça c'est le premier constat, c'est qu'ils ont voté pour des personnes, et pas pour, des gens. Et je dis pas ça de manière méprisante ou quoi que ce soit, je dis juste si les Français votent pour des gens et pas pour des idées marquées en gros, hein, là on parle pas d'un gars qui a dit: «Je vais faire programme A» et au final il fait le programme B, hein. Sur l'immigration, l'UMPS annonce, que ça va rien changer et qu'on va continuer l'immigration et les gens votent pour. Ils ont pas été c'est pas un parti qui a dit: «On va arrêter l'immigration» et puis il a continué, hein. Donc donc le premier constat, c'est de dire que les Français votent très mal. Voilà, ça ce serait le premier constat qui s'impose. Malgré tout, on peut pas ignorer un siècle de politique ou avec les têtes qui changent. Mais toujours le parti et c'est pour ça que je disais à Bébert, je suis pas d'accord, de dire: «Oui, Le Pen avait des origines proches des nazis et cetera, c'est pour ça qu'on n'a pas voté pour eux». C'est nul comme explication. Ça fait un siècle, on a un siècle de politique où le parti qui est contre l'immigration, même aujourd'hui, il va perdre, il va pas gagner. Donc la majorité des Français, on est obligé de l'admettre, la majorité des Français, ça ne les dérange pas, ça ne les dérange pas. Il faut l'admettre et je vois des gens s'exciter dans le chat, notamment je pense des gens d'extrême droite et cetera qui me disent: «Ouais Yanis, tu es un gauchiste». Une personne d'extrême droite peut tout à fait anti-immigration peut tout à fait tenir, ce discours. Tout à fait. Ce discours n'explique en aucun cas ma position politique sur l'immigration. Au passage, je pense que vous serez surpris, si vous comprenez. Je veux pas aller un peu plus loin parce que je suis déjà assez dans la sauce comme ça, mais le fait que je dise: il faut assumer un siècle de vote UMPS et pas faire dire: «Oh les Français, ils ont été trahis» ou «Les Français, ils sont un peu bêtes, ils votent pour des gens et pas pour des idées». Je trouve que c'est facile de rejeter la faute sur les élites, comme d'habitude en fait, hein, alors que faut se regarder soi-même. Bah, après, bon, Il faut assumer un je siècle je de vote, suis avec, je des tonnes de pense partis que tu différents et as cetera. je pense que tu as en partie raison et que la déresponsabilisation, à mon avis, elle fait beaucoup de mal, au corps social, mais